Ça, vraiment. Je pense que la plus de la coque et du versus. L'important évidemment c'est l'amour du jeu. Et d'ailleurs en parlant de l'amour du jeu, on est tous réunis autour de cette bannière qu'est la passion du jeu vidéo. Et sans plus tarder, on va pouvoir aborder avec des personnages qui vont pouvoir se présenter, personnages du paysage vidéoludique depuis maintenant plus de 20 ans. Complètement. Largement. Ouais. J'ai commencé en 89, donc on était en plein dans cette période de suprématie japonaise. Voilà. Mais moi j'avais un Amiga. Donc ça ne m'intéressait pas les NES, cette pauvre NES, et ce petit bonhomme Mario tout dégueulasse. À côté j'avais Shadow of the Beast, c'était quand même plus beau, non? J'avais une pelouse avec 14 niveaux de scrolling, alors que ce pauvre Mario là qui glissait, qui mettait un champignon sous le nez, pour l'attraper t'allais le faire tuer 10 fois. C'était vraiment de la merde. Voilà, ça pose bien le... C'est de la com. Évidemment, j'ai reconnu mon erreur bien des années plus tard, mais juste pour le sport, je vais rester dans cette attitude de l'époque. Parce qu'à l'époque, en fait, les micro-ordinateurs, c'était génial, c'était un prétexte, tes parents t'achetaient sous prétexte de travailler, et toi, évidemment, tu jouais, tu avais des cartons à chaussures remplis de disquettes pirates de jeux sur Amiga, donc ça coûtait rien, le jeu vidéo, c'était que piraté quand on avait un Amiga, alors que quand on avait une NES, il fallait acheter des cartouches très très chères. 350 francs. Ouais, c'est vrai, t'as connu les francs aussi, voilà. Donc voilà pourquoi j'ai pas tout le début, c'est à la nuit de la faute professionnelle, moi. J'ai raté le début des consoles, vers la NES, la Master System, qui ne m'intéressait pas puisque je préférais mon Amiga, qui proposait déjà énormément de jeux, très sympa. Et à côté, c'est vrai que les jeux NES et Master System n'étaient pas très jolis par rapport à ce qu'on pouvait voir sur un micro-ordinateur. Mais évidemment que le gameplay d'un Mario c'est autre chose que le gameplay du Shadow of the Beast qui est vraiment de la merde pour le coup, qui n'a aucun intérêt en réalité. Mais quand mes potes venaient à la maison et tu disais bah viens voir Shadow of the Beast, là tu bluffais tes amis. Alors qu'avec Mario, il n'y avait pas grand chose de bluffant, il fallait y jouer pour comprendre quel était l'intérêt de ce jeu. Quoi. Mais en réalité, le truc qui se passe, c'est que nous, la NES, la Master System, on les a eu très tard. On est vraiment très tard. Et en réalité, quand tu regardes le temps réel au Japon de la sortie de la Famicom, c'est 1983. Et en 83, quand la Famicom sort, elle explose tous les micros de l'époque au Japon. Et les gens sont bluffés de voir tourner un Donkey Kong de manière aussi fluide sur une Famicom, alors que sur les PC japonais qui ne font que du traitement texte, pour ainsi dire, et des jeux d'aventure textuelle, ils n'ont jamais vu des jeux aussi fluides que la Famicom. Et donc, en réalité, j'imagine que le micro-ordinateur japonais à l'époque, c'était l'équivalent pour nous des TO7 et MO5. Exactement, donc l'Amstrad, voilà, les Amstrad, pratiquement parlant, ça bouge pas bien. Et en réalité, quand la NES elle arrive en 87, les micros, voilà, on est déjà passé sur Atari ST, Amiga, etc. Et oui, là, il y a eu encore un décalage. Et les journalistes français qui découvrent la NES se disent, c'est quoi cette vieille machine pour les enfants? Alors qu'en réalité, elle était ultra en avance, mais elle avait déjà plus de 4 ans, c'est énorme. Voilà. Au niveau de la communication, il y avait vraiment ça, où le micro-ordinateur était sur quelque chose de professionnel, de l'outil de travail, etc. Là où au niveau de la communication de la sortie de la NES, c'est un jouet. Ouais, on avait quelque chose pour les enfants, enfin plus pour le jeune public et plus grand public pour le coup. Tout le début du jeu vidéo, le jeu vidéo c'est un jouet pour les enfants. Donc les gens ont du mal à comprendre, du coup quand Resident Evil arrive, il y a un petit choc qui se fait. Mais mon Dieu, vous voulez dire que des adultes pourront aussi jouer? Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'arrivée de la NES en France, Patrick Lavalan, je ne sais pas si tu l'as connu, ouais, tout à fait. Il m'expliquait, lorsque je l'ai rencontré, qu'il a eu l'idée d'importer la NES en France parce que Atari, aux États-Unis, avait arrêté les consoles et il disait l'avenir, c'est les micros. Et il s'était dit, oui, c'est bien les micros. Le problème, c'est que pour les 6-12 ans, c'est trop cher, les parents ne vont jamais investir dans un micro et il n'y a plus rien pour les 6-12 ans. Donc il a été chercher la NES en l'important. Mais c'est donc cible des enfants. Exactement, en ciblant clairement les enfants. Voilà, c'est vrai qu'au niveau des constructeurs, on a eu donc Nintendo qui est arrivé en grande pompe, qui a bénéficié notamment de la chute du jeu vidéo en 83 aussi. Parce que mine de rien, on a eu cette saturation, qui est bien connue, de jeux plus que discutables. Bon, après, il y a eu cette mise en place à la fois du Seal of Quality avec Nintendo, les éditeurs qui se sont plus ou moins prêtés au jeu en créant des sous-branches aussi pour avoir plusieurs studios pour pouvoir s'affranchir. Il me semble que c'était 5 jeux par an. Et voilà, du coup, on a eu cette vague de développement
qualitatif. Et donc c'est là où on a eu tout Konami, Capcom, tous ces constructeurs-là, développeurs de jeux qui sont arrivés. En fait, il faut revenir sur cette fameuse crise du jeu vidéo en 1983. En réalité, jusqu'à présent, il y a énormément de chercheurs sur l'histoire du jeu vidéo qui étaient américains. Et les Américains sont un petit peu ethnocentrés. Ils ne regardent pas trop ce qui se fait ailleurs. Pas qu'un peu. Ouais. Et en réalité, quand ils disent que le jeu vidéo a failli mourir, c'est totalement faux. Il a failli mourir uniquement aux États-Unis et seulement pour les consoles. La crise de 83, ça correspond à l'arrivée de la Famicom. Où elle, au Japon, ils n'ont jamais entendu parler de cette crise. Jamais. Et en Europe, nous, on n'a pas eu cette crise. Elle a été décalée dans le temps parce que l'Atari 2600, par exemple, pour parler des consoles, ou les ColecoVision, elles arrivent à partir de 1981. Donc en 82-83, ça marche très bien chez nous. Il n'y a pas de crise. Et tous les invendus américains, tous les jeux américains qu'ils avaient pu avoir, ils nous les ont balancés à nous. Donc nous, on profitait du jeu en 83-84 et la crise est arrivée en fait effectivement un petit peu à 86. Parce que oui, là, les enfants s'étaient lassés de l'Atari 2600. Il y avait déjà des micros qui étaient beaucoup plus performants en 85-86. Et donc il y a eu ce petit décalage. Mais la crise, on l'a quasiment pas connue. Donc c'est faux de dire que le marché a failli mourir en 83. C'est le marché américain de la console, parce que l'arcade ça marchait très bien, qui a eu une vraie crise, ça c'est vrai. Mais les Japonais, ils se sont pas dit, il y a une place à prendre. Tu vois, eux, ils avaient déjà développé la Famicom, ils étaient déjà en développement avant la crise. Donc, ils sont arrivés au bon moment, et effectivement, ils ont appris des erreurs d'Atari quand ils se sont attaqués au marché américain. Mais la crise mondiale du jeu vidéo, c'est pas vrai, c'est juste les États-Unis. Voilà. Sinon, ailleurs, il n'y a pas de problème. Davantage d'un point de vue professionnel, en fin de compte, sur de la gestion de stock, de quantité, etc., que nous, en tant que consommateurs, si je puis dire à la base, en fin de compte, on a eu un catalogue de jeux qui est toujours venu s'étoffer. En France, ça s'est jamais vraiment arrêté. Il n'y a pas eu un trou. Ouais. Non, et la domination japonaise du jeu vidéo, en fait, elle vient essentiellement du fait que les Américains ne croyaient plus aux consoles. Et effectivement, ils ont arrêté de développer sur console pendant plusieurs années avant de se dire, on a peut-être fait une erreur. Parce qu'il y avait ce marché pour les enfants, et c'était le plus gros marché pour le jeu vidéo, et les Japonais, en fait, c'était les seuls en fait, à faire des consoles. Les Américains avaient arrêté en étant persuadés que c'était mort. Donc si on sort un petit peu de ce marché américain et qu'on revient nous sur l'Europe, et particulièrement la France, assez tôt, on a eu des bonnes fréquentations avec le Japon, que ce soit même au niveau après Club Dorothée, animation, etc. On a eu une appétence pour cette culture-là. Donc j'imagine que ça a peut-être influencé au niveau européen aussi cette consommation, je suis dans le cadre de la consommation, mais bien sûr l'enjeu, de toutes ces licences japonaises, que ce soit Megaman, Castlevania, toutes ces licences en fait. Je sais pas si on avait vraiment conscience que c'était spécifiquement japonais. Tu vois, Mario Donkey Kong, il a plutôt l'air américain de Brooklyn que japonais. Ouais. Parce que chez nous, en tout cas moi, j'ai pas le souvenir des années 80 qu'on se dit ça vient du Japon. C'est juste, c'est une console, c'est des jeux vidéo, Space Invaders, peut être américain ou japonais, peu importe. Voilà. On s'en rend compte qu'on va all your bag de Game Plus et de ce genre de traduction approximative. C'est peut-être pas des vrais américains qui ont fait le truc, mais c'est tout. Mais pour moi, le jeu vidéo, il n'a pas de nationalité en réalité, en tout cas dans les années 80. Ouais, et je suis parfaitement d'accord. Par exemple, Space Invaders, il était distribué par Atari. Nous, on avait des versions Atari. Et on était persuadés que Space Invaders c'était américain. Les dessins animés japonais, on a tendance à oublier aussi. Maintenant, tout le monde dit l'animation, mais quand ça sort en temps réel dans les années 80, ça s'appelle Olivier Tom, Jeanne et Serge, il s'appelle Jean-Luc, Martial, et il s'appelle pas Nico, quoi, tu vois. Laurent, Philippe, dans la bataille des planètes. Voilà. Et donc, en réalité, moi, quand je regardais ça, j'avais strictement aucune conscience, et je regardais en temps réel, comme tous les gamins de 10-11 ans, et sans que c'était japonais. XOR, Bioman, oui, on voyait que c'était japonais, mais c'était du prise réel. Voilà. Là c'est vraiment ok. Ouais. Mais l'arrivée vraiment du jeu japonais et de l'influence qu'il y a là, c'est vraiment, je pense, à partir de 91, 92, quand là on commence à vraiment parler de la Super Famicom, une console qu'on ne trouve que au Japon, la PC Engine, une console qu'on ne trouve que au Japon, et on commence à importer toutes ces machines du Japon. Et là, dans les magazines, il y a des pages Japon. Mais c'est pas les années 80, c'est les années 90. Le Neo Geo, console mythique. Ah oui. C'est Ubisoft. Ubisoft s'était positionné par rapport notamment à la PC Engine pour communiquer, faire un peu le
l'entreprise des frères Guillemot, ça s'appelait pas encore Ubisoft, enfin il y avait Ubisoft, mais c'était une des filiales de la holding Guillemot. Ouais. Et Sony Peigne, pareil, c'était les frères Guillemot. La Neo Geo aussi était un peu importée par les frères Guillemot. Enfin bref, Ubisoft, même si c'était pas Ubisoft directement, les frangins Guillemot, ils étaient dans l'import-export. Les digues bretons, incroyable. C'était déjà l'époque. Le savoir-faire français, comme quoi. Donc en fin de compte, on a un sujet de base où on a un socle où sur le papier, on voit une suprématie japonaise, etc. En fin de compte, on est plus sur de la qualité de licence et sur vraiment l'école du gameplay. On va revenir là-dessus par rapport à l'écho entre les micro-ordinateurs qui, eux, du coup, dépotaient en termes de performance technique. Mais finalement, ce qui a rappelé la vie, c'est s'adapter à un public plus jeune et plus vaste. Et la fameuse école de gameplay, entre autres, particulièrement chez Nintendo encore aujourd'hui, et puis après le savoir-faire qui a été repris sur les autres constructeurs, Sony, Microsoft. Et clairement, les Japonais, on va faire des généralités, hein, désolé, mais ce sont des gens qui sont de manière générale assez perfectionnistes, vraiment. Et par exemple, Donkey Kong, le jeu, la moitié du temps du développement du jeu, ça a été la gestion du saut. Et ils ont fait des milliers de tests en changeant des petits points d'algorithme pour savoir quel serait le saut le plus agréable à faire, avec la meilleure sensation possible. Et c'est vraiment dans le sens du détail. Alors que nous, je pense qu'en Occident, on était beaucoup plus sur l'aspect technique, faire du grand spectacle. En gros, c'est la culture d'Hollywood pour les Américains. Et chez les Japonais, c'est vraiment la culture du miniature. Okay, donc d'un côté, tu as le truc grandiloquent qui est génial, hein, qui est grand spectacle, et de l'autre, en fait, c'est beaucoup moins grand spectacle, mais il y a une sensibilité dedans où tu prends plaisir. Et c'est vraiment ces deux aspects culturels qui se complètent. Hein. Et maintenant, on a des jeux qui arrivent à mêler les deux, ce qui fait qu'on est dans le meilleur des mondes. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui pense que c'était mieux ailleurs avant, au contraire, c'est mieux maintenant, à bien des égards. Mais on a vraiment cette distinction avec du Shadow of the Beast, qui en est plein à vue. Et un Mario, non, mais lequel est le plus fun, lequel va rester dans l'histoire? Et en fait, il y avait des trucs qui étaient à mi-chemin entre les deux, des trucs comme Turrican par exemple, c'était sur Amiga et ça aurait pu être un jeu console tout à fait. Après, ils ont fait ce Factor 5 qui a fait comme jeu console, mais tu vois, c'était vraiment ce qu'on pouvait trouver sur le Mega Drive ou des trucs comme ça après. Et il y avait la qualité de gameplay vraiment d'un jeu console en fait, sur un micro-ordinateur. Oui, après voilà, on fait des généralités, mais très clairement, évidemment, il y a de très mauvais jeux japonais qui sont nuls à chier, et il y a d'excellents jeux américains sur micro et sur console aussi. Donc on fait des généralités, hein. C'est pour ça que je préfère mettre un disque. Oui, bien sûr, oui. Il y a quand même des grandes lignes qui se détachent. Oui, c'est grossir des traits, de toute façon, ces clichés viennent d'une petite vérité. Après, évidemment, c'est amplifié par l'histoire, c'est amplifié par la narration, là, dans le cadre d'un échange, sur un débat qui en réalité n'a pas lieu d'être, parce que finalement, l'intérêt, c'est d'avoir un catalogue de jeux le plus étoffé possible, le plus qualitatif. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit, je me permets là-dessus, le jeu vidéo est mieux aujourd'hui dans la mesure où on commence à avoir, un retour d'expérience, où on arrive à voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, bénéficier de compétences techniques, technologiques, pour à la fois apporter l'école du gameplay et la satisfaction du jeu manette en main. On va travailler sur cet algorithme, notamment sur le saut, pour que ça combine d'un coup, on ressente le poser de pied au sol, ce genre de choses. Et à la fois, tout ce qui va être de l'ordre de visuel, comme on peut avoir sur du Uncharted 2, qui maintenant commence à être ancien, mais même sur des jeux comme ça, qui sont assez scénarisés. Ça a très bien vieilli justement. Moi, je trouve. D'abord, quand tu dis est-ce que c'était mieux avant? Franchement, non, parce qu'avant, on n'avait pas Uncharted. Et aujourd'hui, on a Uncharted, et puis là, on voit bien qu'on a aussi tout ce qu'on avait avant, ça reste disponible. Mon fiston, il a 8 ans, on joue à Bomberman, on joue à Worms, on s'éclate, et puis on va aussi faire Uncharted, ou il adore Wreckfest, des trucs, tu vois, beaucoup plus modernes. Aujourd'hui, tout est disponible. Nous, on a dû se contenter de jeux en 8 couleurs qui faisaient bip, on était très contents de les avoir, ils étaient super. Ils sont toujours là aujourd'hui, il ne faut pas les oublier. Et je trouve que des manifestations comme ça, c'est génial parce qu'on voit que toute cette histoire de jeux vidéo, elle est toujours présente, elle est toujours vivante. On peut jouer, les consoles sont là, elles tournent, c'est pas dans un musée, dans une vitrine. On a encore les cartouches, tant que tout n'est pas dématérialisé malheureusement. Voilà, on peut avoir tout ça. Et le futur du rétro gaming, pour moi, il est assez sombre parce que comme tout se dématérialise,
dans 30 ans, ça sera difficile d'avoir le même endroit avec de la PlayStation 5 et compagnie, parce qu'on sera tributaire de PlayStation, des éditeurs qui, oui ou non, mettront en ligne leurs anciens succès ou pas. Et il n'y aura pas des passionnés qui auront sauvegardé précisément la cartouche sans rien demander à personne. Ça n'existera plus. Donc voilà, c'était mieux avant, mais c'est quand même encore mieux maintenant. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. On a la possibilité d'avoir des jeux limite, même maintenant sur du Steam, sur du shop en ligne. Il y a encore des gens qui font du néo-rétro super. Donc vraiment, il y a même des gens qui ont des homebrew, des jeux Mega Drive aujourd'hui avec la technologie de la Mega Drive ou de la NES. C'est génial. Et surtout pour des prix défiant toute concurrence. Tu vas sur Steam, tu as des jeux à $1, on a des milliers. On a de la chance. J'ai eu la chance, je suis né en 66, donc j'ai vu la naissance du jeu vidéo. J'ai vu l'époque où ça n'existait pas du tout. J'ai vu arriver en 77, j'avais une dizaine d'années de Pong. J'ai joué de Pong jusqu'à aujourd'hui, donc j'ai vraiment eu la chance de tout voir. Donc c'est super d'avoir vu cette évolution. C'est incroyable l'évolution. L'histoire du jeu vidéo est folle. C'est à une vitesse folle. Elle est extrêmement rapide. J'aime bien comparer au cinéma. Le cinéma, c'est arrivé en 1980, là. On voit que le cinéma a 150 ans de maturité. Le jeu vidéo, alors au sens strict, ça a commencé en 50 avec des développeurs un petit peu tapés dans l'ombre. Au niveau grand public, plus sur un 70, on va dire, 70 sur 70. C'est 2 fois plus jeune, ça évolue à une vitesse, et on se rend compte que le jeu vidéo a cette richesse, au risque de déborder sur le sujet de base, où on mélange vraiment tous les types. L'art musical, l'art cinématographique, le gameplay. Franchement, c'est un monde incroyable. Puis ça réunit les gens, c'est ça que on aime le plus. Moi, le jeu vidéo, c'est un jeu de société avant tout. Tu joues en famille, tu joues avec tes amis, tu te fais des codes grâce au jeu vidéo. Même si c'est en ligne à distance, ça finit par des rencontres en IRL. Il y a même des gens qui se marient sans rentrer dans World of Warcraft. Enfin, voilà, moi, je trouve ça c'est fou, quoi. Ça veut dire qu'il est fort qu'on puisse partager d'une génération à l'autre. C'est vraiment un truc familier. Ayant des enfants aussi, cette notion de partage parent-enfant, même de découverte, comme ça on est vraiment là-dessus, sur avant on jouait comme ça, avant c'était Wii Pixel, mais regarde on s'amuse. Le petit commence par les classiques, il commence avec Mario 1, il pourrait commencer avec Mario Wonder, etc. Et ça plaît, le gamin a 7 ans, il y a cette attractivité au niveau du gameplay, on en revient, où il fait fi de l'aspect graphique. Et on arrive à voir les étoiles dans les yeux des gamins, des jeux qui sont sortis 30, 40 ans avant leur naissance. C'est incroyable. Et sur le sujet initial, tu sais, sur la domination des Japonais, il y a peut-être revenir aussi sur un fait un peu intéressant, c'est qu'au tout début de l'histoire des consoles, les éditeurs de jeux vidéo, ils ne se sont pas pris la tête. Ils ont pris, en gros, tous les jeux qui cartonnaient en arcade et ils faisaient des portages. C'était ça dans 90% des cas, parce que l'argument de vente des consoliers à cette époque, c'était retrouver l'arcade à la maison. Donc Pong, exactement, ça date de 72, en 75, ils sortent un Pong, Pong, tu peux jouer chez toi. Et en fait, la console va toujours suivre l'évolution avec un peu de retard. La Famicom, la NES, c'était les mêmes arguments de vente, retrouver Donkey Kong à la maison, Master System retrouver Afterburner à la maison, Atari 2600 se retrouver Space Invaders et Atari, jusqu'à la PlayStation. Ça s'arrête à la PlayStation, ouais. Et en fait, ce qui va marquer la domination japonaise en réalité et l'explosion des consoles, c'est que les Japonais sont en réalité les premiers à se dire on va s'émanciper de l'arcade. Et tu regardes les premiers jeux Famicom, c'est exactement ça. C'est Mario Bros qui était sorti en arcade 3 mois avant, Donkey Kong, Pac-Man, Xevious, que des jeux d'arcade. Et au bout d'un moment, ils ont épuisé tout le gros catalogue des grands classiques de l'arcade et ils vont sortir des jeux spécifiquement pour les consoles. Et ça, les Américains ne le faisaient pas. Les Japonais l'ont fait. Et ça a été une prise de risque assez importante parce qu'il fallait créer un nouveau marché avec des licences que personne ne connaissait. L'arcade étant la vitrine par excellence du jeu vidéo. Mais ça va cartonner. Zelda en arcade, ça aurait coûté très cher en pire de 100 yens. Ouais, exactement. Et pareil, pour un Mario, c'était pas possible, tu vois, de faire ça en arcade. Ou alors c'est très compliqué. Mais voilà, les Japonais vont comprendre qu'en fait, le marché par exemple, Capcom, tu regardes le début de catalogue sur la Famicom, c'est que des jeux d'arcade. Le premier jeu original, c'est Mega Man. Spécifiquement développé pour la Famicom.
Et ça va très très bien marcher et ça va permettre à la console de s'émanciper et tant mieux. Il y a eu cette bascule entre le jeu courte durée, bon, avec cette notion de difficulté pour faire mettre des pièces évidemment, et la notion de jeu vidéo comme une aventure, comme une expérience. Parce que l'arcade ne pouvait pas être vue comme une expérience, on peut pas avoir une expérience type une aventure où on nous transporte dans un monde. Tu parlais du cinéma tout à l'heure, le cinéma ça commençait dans les fêtes foraines, on mettait une pièce de dessous, je ne sais pas quoi, pour voir une petite vidéo d'une petite meuf qui se trémoussait ou là c'était des lumières ou des choses comme ça. Ça a vraiment commencé comme une attraction foraine et le jeu vidéo aussi, les salles d'arcade c'est finalement une attraction foraine au départ. Et après, comme le cinéma, on peut enrichir le truc avec des scénarios plus profonds, des choses plus intelligentes, plus travaillées, plus longues, etc. Mais ça suit vraiment le même parcours, les deux suivent le même parcours. Ce que tu disais, c'est très juste. En réalité, les jeux d'arcade, comme c'était des expériences très courtes, il fallait donner du plaisir immédiat avec 25 cents ou 2 francs chez nous. Mais c'était essentiellement du scoring. Donc, en fait, tu devais, avec ta pièce, essayer de faire le plus gros score possible. Ça, c'est tiré évidemment de la culture pinball, enfin flipper. Faire le plus de score possible. Mais avec tes jeux console, tu vas pas payer 2 francs ta partie, tu vas payer ta cartouche 350 quand c'est la console. Et donc ils ont compris, les gens, qu'on ne pouvait pas demander aux gens de refaire 250 fois le même tableau avec juste un truc de scoring. Et c'est là qu'ils ont eu l'idée de faire de véritables jeux d'aventure qui racontaient une histoire pour te dire, ben voilà, vous achetez une aventure complète, vous achetez pas juste un défi de scoring. Et par contre, l'arcade, ils se sont démarqués, tu parlais d'expérience, au contraire, les salles d'arcade, c'était là que tu peux avoir le maximum d'expérience. Tu prends du hang-on, du outrun, là tu étais dans le cockpit, tu étais sur la moto. Il n'y a que l'arcade qui pouvait proposer ça à l'époque. Oui. Bah, encore aujourd'hui, même si c'est plus cultivé tel quel, mais bon, j'ai ouvert un établissement donc, rétro avec des bornes d'arcade, un complexe années 80-90 pour le coup. Et revenir sur ce format-là où on n'a pas la manette, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va prendre l'exemple du simulateur auto. On va acheter, on va prendre un petit siège, on va prendre le simulateur auto, c'est une chose, très bien fait au demeurant. Mais cette expérience physique, on touche le produit, on se penche sur la moto, on va faire du tir par exemple, même sur des bornes plus récentes, le Tomb Raider 2013 qui a été refait en version arcade, et bien on a ce mouvement, on a des petits pistolets, on a ce mouvement de culasse qu'on fait à l'arrière pour pouvoir effectuer le tir. Ça paraît rien, c'est anodin. C'est immersif. Exactement. Le ventilateur dans la borne d'Outrun, ça t'a le vent dans les cheveux quand tu conduis. C'est tout bête, mais ouais. Et juste anecdote sympathique, à l'époque j'avais Eggbot sur mon Amiga, parce qu'il y avait aussi des jeux d'arcade sur Amiga. Et j'y jouais avec un petit ventilateur en face de moi et mon casque de mobilette. Et la manette Sega, tu sais, en forme de U, tu vois, qui est comme un truc ça ressemblait quand même à un guidon de moto. Donc je me faisais des petits kiffs avec mon Eggbot sur mon Amiga, avec ma manette Sega et mon casque de mobilette en fait. Donc je faisais ma salle d'arcade à la maison, mais il vaut mieux aller chez toi, effectivement. Et je trouve c'est vrai que les salles d'arcade reviennent à ça, à des grosses machines, avec des vibrations, des trucs qui bougent, parce qu'évidemment on a bien mieux à la maison finalement. Il y a eu toute une période, tu m'as vraiment dit Florent, où le Graal c'était l'arcade à la maison, et arrivé au moment, en gros, j'ai encore craché sur la Saturn, mais la Saturn a enfin réussi ça. C'était l'arcade à la maison, c'était la Saturn qui permettait de l'avoir. Sauf qu'à ce moment-là, la PlayStation est sortie et c'était plus l'arcade qui intéressait, c'était la 3D, c'était Tomb Raider, le fait de pouvoir regarder partout, d'avoir un truc plus long. Donc quand enfin ils arrivent à vraiment poser exactement la même chose à la maison et dans les salles d'arcade, c'est trop tard, on est déjà passé à autre chose. Et voilà, le drame de la Saturn, oui, c'est d'avoir une architecture 2D. Voilà, c'est ça. Et à côté, tu as la 3D et ça fonctionne. Après, il se rattrape merveilleusement avec la Dreamcast, qui est la meilleure machine de tous les temps, pour moi. Mais voilà, et qui propose des choses, des trucs comme Shenmue, bien plus profonds, qui ne pourraient pas être en arcade. Voilà. Et qui est une console comprise bien en avance sur son temps. Avec complètement, 5 ans d'avance sur tout le monde. Même le design était joli, on a d'une injustice terrible de voir qu'ils finissent avec ça. On avait aussi de l'arcade à la maison avec la Dreamcast, avec les Power Stone, les Crazy Taxi, les Soul Calibur, Soul Calibur qui était aussi beau que le Soul Calibur qui est sorti 5 ans après sur Xbox. Ils avaient vraiment 5 ans d'avance avec tous les niveaux, les premiers jeux online, les manettes incroyables avec le petit VMU, le petit écran devant. Enfin, c'était fou quoi. Ils avaient réussi à adapter le système CPS2 et CPS3 de
la Dreamcast de l'arcade en fait. C'était Exactement. le meilleur des deux mondes. Exactement, le meilleur des deux mondes dans une seule console. Quelle tristesse d'avoir fini là-dessus. Pour le coup, c'est là où la bascule elle s'est faite effectivement sur La fin de l'arcade, quoi. Ouais. Malheureusement. Et aujourd'hui, c'est courageux d'ouvrir une salle d'arcade, je trouve, parce que, à moins d'avoir des choses vraiment très physiques, les gens ont tendance à se dire, oui, bon, bah, si je veux faire un Street Fighter, je vais aller à la maison. Mais il n'y a pas l'ambiance de rentrer dans une salle, d'affronter des gens, voilà. Moi, je suis allé au Japon, ils mettent les machines dos à dos, t'affrontes ton adversaire, il est de l'autre côté de l'écran, tu vois. Donc, il y a une espèce de duel, de défi qui s'installe, qui est vraiment sympa. Là, dans mon cas, c'est une petite ville pour parler de ce que je peux voir en tant que gérant, si je puis dire. Les bornes, elles sont à côté. Ce que je veux créer, c'est pas dire le jeu vidéo était mieux avant, revivez l'arcade, etc. Même si c'est une expérience, je valorise le être ensemble. C'est-à-dire, et finalement, c'est le message du jeu vidéo à la base. C'est proposer une expérience, bon, il y a plein d'expériences solo, mais c'est beaucoup plus amusant d'être à deux, où on débranche la manette, c'est-à-dire qu'il y a une mezzanine où il y a les consoles rétro, c'est quand même beaucoup plus sympathique d'être mauvais joueur et puis de débrancher la manette du petit copain, chose qu'on peut... Se mettre des coups de coude, voilà, c'est important ça. Les coups de coude, c'est dans mes cordes, je peux avoir profité de ce physique un petit peu ingrat pour jouer des coups, et voilà, avoir tout cet aspect-là où on valorise le être ensemble et on sort un peu de ce cliché de dire le jeu vidéo est aliénant, il isole les gens, on met son casque, on se met devant son écran dans sa chambre ou dans sa gaming room et on arrête. Il y a des expériences incroyables à vivre comme ça, en termes d'aventure, jeux vidéo, etc. Mais c'est remettre au centre des choses le fait que le jeu peut être un endroit, un média, où on se retrouve, on partage des expériences, on partage de la passion, comme il y a des rassemblements automobiles, comme il y a des rassemblements sur la littérature, sur plein de choses. Et bien le jeu vidéo est un art, est une prouesse avec plein de métiers absolument passionnants et plein de gens passionnés. Et on voit là sur un salon organisé par Polo, on arrive à fédérer, là autour du Japon, autour du rétro gaming, etc. On arrive toujours à fédérer une communauté extrêmement puissante. Et c'est le plus beau message qu'on puisse avoir en fin de compte. Bon ben merci d'être venu. On pourra pas dire mieux, salut. Oui, là. Tu devrais tomber le micro. Voilà, le drop the mic pour les moyens techniques, on va éviter, ce serait la régie a travaillé, je ne vois pas saloper leur travail, ce serait très malvenu. Donc voilà, non mais c'est vrai que du coup, mine de rien, on a discuté presque une petite heure de tout ça. On va encore du temps, avant que je me trompe. C'est midi, on est encore dans les clous. Il est midi ? Non, il est encore 50. Ah bah c'est bon. On peut encore. Alors justement, comme je tiens Florent, je voulais, on va pas la question d'en discuter, je voulais parler avec toi de Nintendo. Parce que moi je passe mon temps à dire oui, Nintendo, c'est toujours les mêmes personnages, ils n'ont rien inventé depuis Mario, depuis les Pikmin en fait, ils n'ont pas inventé de nouveaux personnages, etc. Donc j'ai vraiment l'impression d'être le vieux tonton râleur qui dit oui, ils font toujours les mêmes personnages. Alors nous sur Game One, on a toujours Level 1, on a même plus le Retro Game One, on fait toujours les mêmes émissions aussi, donc c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, j'ai envie de dire quelque part. Mais voilà, mais je voulais savoir si tu avais le même ressenti vis-à-vis de Nintendo et si tu n'étais pas inquiet du fait que, comme ils vivent que de la nostalgie et qu'ils ne produisent plus rien de nouveau, qu'est-ce qu'il y aura comme nostalgie dans 10 ans? La nostalgie de remake? Je voudrais savoir ton avis sur leur politique et leur façon de faire. Alors en réalité c'est faux de dire qu'ils n'ont rien inventé depuis Pikmin parce qu'il y a eu énormément de licences qui ont été créées mais qui se sont tout simplement viandées et qu'on n'a plus revues. Genre Arms, des trucs comme ça. Voilà, des trucs comme ça, Arms notamment. Splatoon sur Splatoon. Bon, il y a Splatoon qui lui marche pas trop mal mais c'est surtout au Japon que ça cartonne. Il y en a eu plein. Il y a eu aussi un truc avec un pangolin. Alors c'est plus trop à la mode les pangolins maintenant. Il y a eu un problème. C'est sur 3DS, ils avaient sorti un jeu qui s'appelait Dester ou je sais plus quoi. Ok. Bon bref. Mais si même toi t'arrives pas à t'en souvenir. Oui, parce que les trucs n'ont pas marché du tout. Donc, en réalité, non, ils ont encore beaucoup de nouvelles licences et de trucs, mais ça ne marche pas. Bon. Donc, ils restent sur des valeurs sûres. Mais je vais quand même aller dans ton sens. J'ai une anecdote qui est assez marrante, mais tu sais, monsieur Kojima, quand j'ai la chance d'être son traducteur quand il vient en France et on parle un petit peu de trucs, et un jour, c'était en 2017, la Switch venait de sortir, Zelda cartonnait. Zelda Breath of the Wild. Et on en discutait, je me disais c'est incroyable le succès de ce jeu, 6 millions en 5 jours, je sais plus ce que c'était. Il fait ouais le jeu il est vraiment cool mais pour être honnête il n'aime pas trop Nintendo. D'accord monsieur Kojima. Et je lui disais mais
il disait c'est quand même quel gâchis Zelda. Breath of the Wild, un jeu incroyable, moi c'est mon jeu préféré ever, tu vois. Et je lui ai dit mais comment vous pouvez dire que c'est du gâchis ce Zelda, il a cartonné, il marche super bien. Il me dit non, le jeu est très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste que Nintendo, c'est la boîte la plus populaire au Japon auprès des étudiants japonais, tu vois, la future élite japonaise qui apprend le game design, la programmation, la musique. Tous les meilleurs élèves des grandes écoles de game design, ils postulent chez Nintendo. Et ils entrent chez Nintendo pour faire Pikmin, Mario, Zelda. Il me dit c'est ça le gâchis. C'est qu'on a les plus gros cerveaux du Japon qui vont faire du Mario du Zelda où ils n'auront pas le droit de changer la couleur de la casquette de Mario. C'est là, il est là le gâchis. Et là, je fais, ah ouais, en fait, il a raison, tu vois. Mais pourquoi Nintendo, en fait, je pense qu'ils ont les créatifs, ils ont les gens pour le faire. Ouais. Et même eux, ils ont une culture, je veux dire, ils ont fait l'histoire du jeu vidéo. Pourquoi ils ont arrêté, j'ai envie de te dire. Mais ils qu'ils s'en tiennent à ce qu'ils savent faire, ils le vendent très bien. Ça les empêche pas, à côté, de gagner assez d'argent, je pense, pour parallèlement développer des nouvelles choses. On est parfaitement d'accord. Mais là, je ne vais pas aller contre toi, tu vois. Je suis d'accord. Je pense que culture, c'est quoi le... Mais Nintendo, c'est une boîte. Alors, je fais un peu dans le cliché régional, mais c'est une boîte du Kansai. Le Kansai, c'est la région du business au Japon. Et les gens de Kyoto sont réputés, ils ont vraiment cette réputation. Hein. Et on a les mêmes clichés régionaux que chez nous en France, mais les gens de Kyoto sont réputés pour être des gens radins, hyper près de leurs sous, et qui ne prennent aucun risque. C'est vraiment business à fond, business à fond. Et Nintendo, c'est une boîte de Kyoto. Ça a toujours eu cette ambition. Il y a un autre monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Imamura, qui a travaillé 32 ans chez Nintendo, qui a publié un manga chez nous, chez Omake Books. Et je discute avec lui, il me dit, tu sais, Nintendo, c'est la boîte la plus radine du monde. Et lui, il développait, il était en interne, il était dans les équipes de développement. Et c'est la croix et la bannière pour obtenir le moindre sou pour faire un truc, quoi. Alors que Nintendo est pété de thunes, ils ont la plus grosse réserve de cash, certainement au monde. En tout cas, au Japon, oui, ça c'est sûr. Mais c'est des radins. Et ils ne veulent prendre aucun risque. Alors ils en prennent de temps en temps, on l'a dit, en faisant des nouvelles licences. Mais ils pourraient se viander sur 25 nouvelles licences qui seraient encore debout. Donc Nintendo, oui, je suis d'accord avec toi, ils ont peur du risque et ils veulent assurer leurs arrières, continuer de progresser. Et ils sont très frileux, c'est des gens très conservateurs. Mais est-ce qu'ils ne se rendent pas compte qu'à force, ils vont dans le mur? Est-ce qu'ils vont dans le mur? Ça fait 30 ans qu'on leur dit qu'ils vont dans le mur. Hein. Tu vois, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas la nostalgie. Les générations d'aujourd'hui n'auront pas la nostalgie que nous, on peut avoir vis-à-vis de ce qu'ils ont créé il y a 20 ou 30 ans. Moi, je pense pas. Parce qu'ils n'ont rien fait de... Non, en fait, tu te trompes, je pense que, regarde, la Wii, là on commence à voir la génération de la Wii très nostalgique de cette période. Nous, toi, tu es un peu plus vieux que moi, mais moi, c'est vrai que je suis nostalgique de la NES. Mais la Wii, pour les enfants qui ont grandi à la Wii, comme moi j'ai grandi avec la NES, c'est une console de leur enfance. Et clairement, dans 25 ans, on aura des salons comme ça où il y aura 25 postes de Wii, tout le monde fera du Wii Sport. Et la Wii U, c'est pareil, elle a marqué une génération. Il y a beaucoup de collectionneurs Wii U parce qu'ils ont grandi avec cette console. Donc en réalité, le rétro gaming, il se déplace. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, le dématérialisé, lui, il est en train de tout péter. Mais Nintendo, mine de rien, c'est encore un des rares qui sort quasiment tout en physique. Et l'innovation Nintendo, en fait, elle est plutôt dans le hardware aujourd'hui. Et donc, je pense pas que Nintendo, ils vont pas dans le mur, au contraire, parce qu'ils continuent d'innover sur le hardware avec leurs manettes qui sont gadgets et tout. Mais il y aura encore d'ici 20 ans, 25 ans des pareils. Ce qui me surprend, c'est que eux, ils innovent. Enfin, pour moi, ils innovent pas en tout cas dans le contenu, dans les licences, mais il y en a qui le font pour eux et qui le font très bien. Typiquement sur la Wii, les lapins crétins, c'est un des meilleurs jeux de la Wii. C'était drôle, c'était fun, et les lapins crétins devraient être des personnages inventés par Nintendo, pas par Ubisoft. C'est tout à fait, tu mets un lapin crétin à côté d'un Mario, d'un machin, ça pourrait être un personnage Nintendo. Au cinéma, les mignons devraient être des personnages créés par Nintendo. Le film Mario est sans doute le meilleur Mario qui ait jamais été fait au niveau scénaristique, parce qu'on s'en fout du scénario dans les jeux vidéo, mais Illumination, ils ont réussi à rendre Mario et ses amis sympas, intéressants. Alors que pour moi, Mario, c'est l'équivalent de Mickey chez Disney. On n'en a rien à foutre de Mickey avec sa petite voix énervante.
personne ne peut te citer un seul film de Mickey intéressant, et pourtant c'est l'emblème de Disney. Et ben Mario, le lore de Mario, il est pas terrible. Si je peux me permettre, même le lore de Zelda, il est quand même, c'est vraiment le minimum syndical quand tu le mets à côté d'un Skyrim ou d'un Elden Ring, si on parle de jeu de rôle. Voilà. Récemment, Sony, ils ont cartonné avec Astrobot, qui rend hommage à tous les jeux PlayStation. Ça devrait être un jeu Nintendo, Astrobot. Le personnage est un personnage Nintendo. La façon de rendre hommage à tous les autres succès est absolument géniale. Tu vois, ils sont passés à côté des lapins crétins, des mignons, de Astrobot. Tout ça devrait être des nouveaux personnages Nintendo, et c'est chez les autres que ça se passe. Mais t'es un peu cruel parce que moi j'ai envie de dire heureusement que c'est pas Nintendo et que Nintendo n'a pas tout, tu vois. Parce que franchement, en termes de puissance de marque, là on a l'impression que Nintendo c'est quand même Pokémon en grande partie. Bon, c'est Mario, c'est Zelda, c'est Splatoon, c'est Fire Emblem. Ils ont des licences de maboule. Combien de sociétés peuvent se... Il n'y a que Disney qui peut... Oui, c'est les gars en Disney chez vous. Exactement. Donc honnêtement, c'est difficile de leur faire dire qu'ils se plantent, tu vois. Oui, Donc, oui. évidemment, ils n'ont pas 100% du marché et des licences IP qui fonctionnent dans le monde entier. Heureusement. Tant mieux, oui, bien sûr. Et d'autres arrivent à prendre leur place. Mais tu vois, par exemple, Astrobot, c'est pas un bon exemple parce qu'en réalité, Astrobot, Nicolas Doucet, qui est le réalisateur du jeu, il a avoué à tout le monde qu'en réalité Astrobot c'était un Mario et que sans Mario, Astrobot n'existerait pas, tu vois. Bien sûr. Ouais. Donc effectivement ils ont inventé un personnage que moi j'adore, je le trouve vraiment craquant. Astrobot il est super mignon, j'aimerais l'avoir en petit, en IA qui bouge. Il y en avait plein dans les couloirs. Exactement, on aimerait qu'il existe pour de vrai, mais heureusement que c'est pas Nintendo et que d'autres peuvent créer des personnages aussi cool, quoi. Moi je vois ça comme ça, je me dis, eux non. Pour moi, depuis Pikmin et on va dire Splatoon, ils n'ont pas créé une nouvelle licence forte. Or, d'autres gens ont créé des trucs qui potentiellement auraient pu être des choses Nintendo. Donc c'est possible de le faire, bien sûr, mais je comprends pas pourquoi c'est pas eux qui l'ont fait. Voilà. Après, Nintendo n'en a probablement plus besoin aujourd'hui, dans la mesure où c'est l'un des constructeurs les plus anciens encore en place actuellement. Ils ont un nombre de licences fortes extrêmement important, même du Metroid, Axis et Niche. On n'a pas parlé de Kid Icarus qui vont un peu dans la trappe, mais malgré tout, ce sont des personnages forts. Metroid, F-Zero, il y a plein de licences Nintendo comme ça qui sont extrêmement fortes. Ils ont un tiroir, ils ont juste à regarder, ils ont avoir des choix sur tout type de jeu. Donc je pense, on peut que interpréter, parce que voilà. Je pense que Nintendo, ils piochent dans leur licence et ils renouvellent leur gameplay. C'est-à-dire qu'ils prennent un personnage et ils font un jeu où ils essayent d'apporter le plus value. Et pour pas cher, c'est possible. Genre, tu parlais de Pokémon, le dernier Pokémon, franchement, avec le pognon qu'ils ont, ils pourraient quand même faire mieux que ça. Le gameplay est très bien et c'est super. Les textures sont lisses. Mais putain, c'est pas possible de sortir ça. Comment c'est possible en 2025 d'avoir plein de jeux Nintendo où dès que ça dialogue, il y a du texte qui s'écrit et un petit gars qui ils peuvent pas localiser dans tous les pays du monde avec des comédiens de doublage qui prennent le boulot. Enfin, comme tu dis, l'explication ils sont radins, c'est dans leur culture. Du coup, je l'entends très bien et je comprends, mais c'est quand même dommage. Là-dessus, on est parfaitement alignés. Moi, je trouve que c'est du gâchis à ce niveau-là. Je pense que de nouvelles licences finiront par débarquer, par arriver des licences fortes, bien entendu. Je l'espère, du moins. Mais je suis d'accord avec toi, des fois, là, le Pokémon, pour moi, c'est du foutage de gueule. Et puis surtout, si tu dis, ils ont les talents, les jeunes japonais programmeurs du futur sont chez eux, et on les force à faire le truc maison pour pas cher, etc. C'est top. Moi, j'ai connu ça à l'époque avec un programme qui à un moment était... qui contrôlait Game One. J'ai discuté avec des gens qui travaillaient chez un programme, qui étaient des gens de talent, qui savaient très bien le programme, mais on leur faisait faire Tintin, Lucky Luke, les Schtroumpfs, parce que c'est ce qui rapportait, et jamais on les laissait développer une nouvelle licence, et même dans le cadre de Tintin et machin, on faisait un copier-coller de Lucky Luke, qui était un copier-coller de Astérix d'avant, on changeait juste les sprites, etc. Donc il y a une espèce de gâchis de talent incroyable, et vraiment, je trouve dommageable. Alors après, ils continuent à gagner leur vie, tu l'as dit, ils ont plein de licences, et ça fonctionne très bien. Mais oui, c'est du gâchis, il a raison. C'est là où il y a le distinguo aujourd'hui entre l'industrie qu'on a, où on a les gens passionnés et puis les gens en costume, où il y a tout un aspect financier qui nous, à notre niveau, alors nous dépasse sans nous dépasser, parce qu'on a quand même la notion, on comprend ce qui se trame,
mais il y a vraiment cette scission entre je suis une industrie, je dois être rentable, et nous sommes dans le créatif, nous sommes dans un message à véhiculer, etc. Et là aujourd'hui, le meilleur représentant c'est peut-être l'indépendant. C'est vrai, oui, oui. Bah, ils sont obligés de prendre des risques pour exister, obligés de créer, d'être originaux pour exister, parce qu'ils ne peuvent pas se reposer sur des licences existantes. Après, je comprends très bien que c'est extrêmement compliqué de créer une nouvelle licence. On l'a vu plus d'une fois, hein, des jeux qui sortent et 2 semaines après c'est fermé, les mecs travaillent depuis 5 ans dessus. Ubisoft chaque année, ils font toujours des Assassin's Creed, etc. De temps en temps, ils tentent un truc un peu nouveau et ça marche pas toujours. C'est très difficile. Les processus de création, ça dure des années. Ils killent des licences au bout de 2 ans. Ça fait 2 ans que 300 mecs travaillent dessus. Ils ont des contrôles qualité, je crois, tous les 3 ou 6 mois. Ouais. Et ils peuvent très bien arrêter un projet au bout de 2 ans de développement en disant on va dans le mur, on arrête là. Enfin, c'est vraiment très très dur cette industrie. Les coûts représentés aujourd'hui, courageux, les coûts représentés, les équipes, beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d'emplois, où un jeu il va mettre entre 2 et 5 ans à être créé, où il va falloir rémunérer ces gens sans garantie de revenus. C'est là où, d'un point de vue de l'homme en costume, on dit bon, c'est bien d'employer 100 personnes pendant 3 ans avec un espoir de vente derrière à peut-être 3 à 5 millions, mais derrière il faut que j'ai des garanties. Donc, la licence, c'est une garantie. Donc on comprend pourquoi ils restent dessus. Pour ça que mais quand tu as déjà, comme tu dis, la montagne de cash sur laquelle ils sont assis, ils pourraient quand même se permettre de prendre quelques risques. Pour Nintendo. Ne serait-ce qu'en prévision du futur, moi je pense. Après, quand tu regardes un petit peu avec un peu de recul, hein, il y a aussi des cartons, on n'en a pas parlé, mais Animal Crossing, c'est une folie furieuse. Merci le confinement. Mais même avant, mais le confinement a fait booster la série, et tant mieux pour Nintendo. Mais si tu regardes un petit peu Nintendo, l'histoire de Nintendo en termes de jeux vidéo, c'est 83 le début. Ok, donc ça a 40 ans. En 40 ans, le nombre de licences qu'ils ont développées, tu fais ça en rapport par rapport à. Ils ont une licence. Ah bah ouais, ils ont une nouvelle grosse licence tous les 2-3 ans. C'est pas rien quand même. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, ils ont essayé des petits jeux. Par exemple, il y a un jeu que j'adore, je sais pas si tu connais, c'est Box Boy. Un petit jeu de réflexion. Et c'est un jeu en démat, quoi, quasiment. C'est super mignon. Des caisses, non? Non, mais ça Box Boy. aurait pu être ça. Enfin bref, ils ont quand même pas mal des tentatives de nouvelles licences, mais voilà. Arms, c'est le dernier gros truc qu'ils ont essayé, puis ça s'est doré. Oui, voilà. ouais, beaucoup incompréhensible, parce qu'il y avait un beau matériau quand même, il y avait quelque chose à faire, gameplay atypique. Ouais. Moi j'ai pas aimé, j'ai pas du tout aimé. Ouais. Arms. Et puis alors des fois ils se barrent dans des trucs, genre les jeux en carton. Tu vois, c'est marrant, des fois ils sont créatifs pour faire des trucs vraiment bizarres et pas promis un très bel avenir. Ouais, c'est rigolo, et ben, c'est bien de changer un peu d'air et tout ça, mais je trouve que c'est fou qu'ils innovent dans des trucs un peu bâtards et qu'ils n'aient pas l'idée d'avoir faire au moins une grosse licence. Oui, ils ont eu la triplette, ils avaient fait Mario Kart Avec la voiture télécommandée. Il y avait eu un Star Fox aussi où il y avait la petite figurine où on figurait. Et le mystère dans la c'est arrivé dans les 1 an et demi. Mélanger le physique et là, c'était plutôt une bonne idée. On était à l'époque de Guitar Hero, on sortait de la Wii, etc. Donc les petites figurines de Skylanders, etc. Donc moi je trouve que c'est très bien aussi d'aller vers ce genre de truc. Ils avaient fait Donkey Konga avec des Kongas. Voilà, il y a eu plein de trucs dans le genre, mais voilà. Là, on peut pas leur reprocher ça. C'est vrai que dans le hardware, ils ont toujours tenté des trucs un peu rigolos. Et ça, c'est bien. Moi, c'est juste les licences qui sont faiblards sur le contenu des licences. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On peut pas comme Mickey, c'est un personnage un peu insipide. Mario est un personnage un peu insipide. Le gameplay est génial, mais voilà. Et ça manque de force. On parlait de nostalgie, je pense que les nostalgies entre les générations sont différentes. Là où il y a une nostalgie, donc pour les précurseurs, si je puis dire, une nostalgie de licence, on a tout vu arriver, etc. La nostalgie des gens qui jouent à la Wii, c'est le gameplay, c'est ce côté atypique de brasser la manette, de toucher l'ancien, le jeune, le bongo, on va taper sur les machines, le petit Skylander qu'on va poser sur la plaquette pour faire apparaître le personnage. On a de Amigo avec Mario Kart. Et voilà. Et je pense que c'est tout ça qui va créer de la nostalgie davantage que les nouvelles licences. Oui, peut-être, c'est vrai. Mais quand même, allez, une nouvelle licence, les gars. Oui, s'il vous plaît, Nintendo. Ah non, le dernier truc qu'ils ont sorti, c'est les Mi. Les Mi? Ouais. Mais ils ont fait des jeux autour des Mi. Hein. Oui, je sais. Alors moi, ils en ont fabriqué des centaines. C'est génial, mais
Mais c'est pas des personnages très charismatiques, c'est encore pire que Mickey et Mario là pour le coup, tu vois. Ouais, pareil, en fait, je me souviens, c'était pour les 30 ans ou 40 ans de Mario. On m'avait posé la question pourquoi Mario est toujours aussi populaire, et moi j'ai dit c'est parce qu'il a toujours été ringard. Mais il est ringard depuis le début, tu vois, c'est vraiment monsieur tout le monde en fait. Et Nintendo, à part Samus et éventuellement Link, ils ont que des persos ringards. Ils jouent vraiment sur l'autodérision et des personnages qui n'ont pas de charisme quoi. C'est ça, c'est pas Nathan Drake, c'est pas Batman ou Spider-Man, C'est ça. Même s'ils viennent d'ailleurs, mais Tu ou regardes Kratos. F0, il joue à fond le kitsch. C'est ultra kitsch, mais c'est assumé. Oui, oui. Et donc dans les personnages qui sont vraiment cool aujourd'hui, tu demandes aux gens, il y a éventuellement Link et Samus. Sinon il y a qui d'autre en personnage Moi, c'est un peu ce que je leur reproche. Tout est basé sur le gameplay et tout ce qui est scénario, Oui, mais ça fonctionne. on a pas pris, Parce que regarde, ça fonctionne, le gameplay fonctionne, je suis d'accord. parce que en fait, si tu fais des personnages cool, le problème c'est qu'ils sont plus cool au bout de 10 ans. Parce que la coolitude elle a changé. Tu Mais, vois mais regarde, Illumination, ils réussissent à faire de Mario et Luigi des personnages cool et attachants. Dans le film oui. Mario, Oui. les personnages sont attachants. La princesse Peach, elle est un peu badass, un peu la princesse Leia qui va un peu machin, qui est une femme forte et tout. Même Toad, il est un peu cool. Enfin, Ouais. eux, ils ont réussi, c'est-à-dire les professionnels du cinéma ont réussi à donner vie à ces personnages, alors que Nintendo a jamais vraiment réussi, en dehors du gameplay, à les faire vivre correctement. Personne ne me parle du scénario d'aucun Mario en disant ah ouais, à un moment il y a tel rebondissement. Moi je peux te parler de Mass Effect, j'ai joué à Mass Effect, il y a des personnages auxquels je suis tombé amoureux de certains personnages, il y en a que je détestais, j'ai géré les relations entre eux, l'histoire avec les moissonneurs était bien. Enfin voilà, j'ai des bons souvenirs de scénario de ce jeu, de personnages attachants ou détestables. On n'a jamais ça chez Nintendo. Encore une fois, l'univers de Zelda, c'est du jeu de rôle ultra basique, mignonnet. Bon, les gorons, c'est quand même pas. Enfin, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment pour moi la ramasse là-dessus. Après, ça fonctionne, tant mieux pour eux. Et puis évidemment, qui aiment bien châtie bien, je les adore. Ils ont fait l'histoire du jeu vidéo. Ils continueront à le faire très longtemps, j'espère. Mais voilà, j'ai quand même cette frustration, moi, toujours, de me dire. Ils innovent pas assez dans le contenu pur et dur, dans le scénario, l'attachement au personnage, etc. Et quand quelqu'un le fait, c'est des gens extérieurs, comme Illumination avec le film Mario, et un deuxième film Mario d'ailleurs en préparation, et je trouve que ça amène 1000 fois plus pour le lore que tout ce qu'ils ont pu faire en jeu vidéo avant, finalement. Parce qu'ils mettent de l'émotionnel dans les personnages, Mario, Luigi, etc. pour que ce soit au niveau cinéma, c'est vraiment la fibre sentimentale, on développe le personnage, que dans le scénario d'un Mario, on développe le gameplay, pas les personnages ni le lore. Ce qui peut expliquer ça aussi, c'est que Nintendo est toujours resté en fait à l'équivalent du cinéma muet. Et le fait de garder ce côté cinéma muet, ça c'est volontaire, c'est Miyamoto qui ne voulait pas donner de voix à Link par exemple, il refuse de donner une voix à Link, ça va changer avec le film qui est en préparation. Et pareil pour Mario, il avait juste des Mamma Mia, parce qu'en réalité, il refusait de trop personnaliser les avatars. Et donc ça doit être le joueur, ça va être l'extension directe du joueur. Et effectivement, dès lors que tu passes au cinéma parlant, là les personnages ils se dotent d'une personnalité beaucoup plus marquée, ce qui est logique, ils parlent, donc ils s'expriment, donc ils expriment des émotions plus étoffées que quand on est dans le cinéma muet. Et effectivement, le cinéma dont tu citais Mario, c'est logique parce qu'effectivement, on passe dans le côté ultra personnalisé, là il a une véritable personnalité. Il parle, il s'exprime, il donne des pensées. Non, il n'aime pas les champignons dans la pizza, il les enlève. Voilà. C'est une idée géniale. C'est exactement ça. Nintendo aurait dû mettre ça dans un jeu, tu vois. Mais une petite blague sympa. si tu discutes avec Miyamoto, je suis pas Miyamoto, mais je suis sûr qu'il va te dire c'est du jeu vidéo, c'est pas du cinéma. Et donc, tu dois pas, pour lui, en tout cas il a la recette et pour le moment on peut pas lui donner tort, mais pour lui, ça doit être l'extension du joueur et donc Mario c'est toi. Et si tu imposes à un Mario qui a beaucoup de personnalité, tu peux avoir un effet de distance avec le personnage que tu vas incarner. Honnêtement, pour moi c'est ma branlette intellectuelle. Ouais. Mais Pour sauter sur des plateformes, ça je sais pas tant que je ça. suis un peu d'accord. Mais Je pense que c'est comme ça qu'ils réfléchissent en réalité. Tu vois. Parce que c'est typiquement japonais comme façon de voir les choses. Ah oui, complètement, ouais. Non, non. Et puis, on parlait tout à l'heure des PNJ, moi c'est pareil, je suis d'accord avec toi. Les PNJ de Zelda, c'est le plus nul du monde. Ils sont moches. Enfin, moi j'adore Zelda, hein, c'est ma licence, entre guillemets, c'est mon IP préféré.
Mais dès que je vois des nouveaux IP, ils ont des têtes, ils sont tous dégoûtants, quoi. Tu vois, c'est. Oui, c'est vrai. Mais bon, Mais le jeu est cool. les Japonais savent faire quand tu vois Final Fantasy, Dragon Quest, voilà. Les gens pleurent quand ils voient Iris mourir dans Final Fantasy. Enfin, je crois pas avoir jamais vu quelqu'un qui pleurait devant un jeu Nintendo. Ah ouais. Voilà. Un Goron s'est fait écraser. Ah bah ça va. Voilà. Il y en a 10 autres derrière. Pleurer de rage, ça fait 20 fois que tu essaies d'avoir Bowser et que putain, la princesse est dans un autre château, ça fait chier. Voilà, mais sinon, ouais, c'est dommage. Là, c'est qu'on est impliqué émotionnellement par exemple, des Final Fantasy, dans des jeux où on transporte comme ça. On arrive à générer une émotion où le manque de personnalité des personnages Nintendo, alors oui, ça correspond à tout le monde, donc on va accrocher absolument tout le monde. Par contre, il n'y aura pas d'attachement profond. Quand c'est la fin de l'aventure, c'est la fin de l'aventure. Oui, ils recherchent l'universalité. Ouais. Par exemple, toi, Final Fantasy, moi, j'accroche pas du tout. Et FF7, Moi aussi, mais je crois que c'est une faute professionnelle pour moi, mais pour toi aussi, du coup, pourquoi comment ça se fait alors? Je suis content, je suis seul à pas aimer Final Fantasy. Non, j'aime pas non plus. Bon, vas-y, dis-moi pourquoi alors là. Parce que moi j'ai mauvais goût, je sais pourquoi. Non, honnêtement, Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans Final Fantasy? je trouve ça niais. Ah, Mais vraiment, mais le scénario de FF7, j'ai pas du tout accroché, je trouve que c'est niais. ok. Mais je suis désolé, hein, peut-être que on choque des gens parce que je sais que FF7 c'est un jeu. Ah ben c'est une religion, t'as pas le droit de dire que t'aimes pas Final Fantasy. Et surtout quand t'es professionnel comme toi. Mais en réalité. Moi j'ai ma petite excuse, c'est que je suis né très tard, donc j'ai complètement échappé à la culture japonaise malheureusement. J'ai jamais vu un Dragon Ball en entier, etc. Donc tout ce qui est la culture manga, non seulement me passe à côté, mais je rentre jamais dedans. Je n'arrive à avoir aucune émotion avec aucun manga, etc. Mais Final Fantasy, typiquement, c'est des personnages de manga avec du gel dans les cheveux. Ah oui, c'est cocoon. Je ne marche pas du tout, quoi. Encore que le FF7 est un peu plus américain, c'est celui qui me plaît le plus. Mais j'ai vu des vidéos où je me suis tapé tout le scénario de FF7, c'est juste le scénario. C'est totalement imbitable. Je ne sais pas qui peut comprendre ça. Honnêtement, ça dure 1h30 la vidéo, c'est que l'explication du truc et je ne comprends rien du tout. Mais vraiment rien, quoi. Donc après, le gameplay est intéressant, etc. C'est magnifique. En tout cas, les cinématiques sont magnifiques. Le jeu lui-même, honnêtement, il n'est pas terrible. Donc moi, j'ai plein d'arguments pour dire que j'aime pas FF7, mais ça vient beaucoup du fait que j'ai presque une allergie à la culture japonaise. C'est pas une allergie, mais c'est que ça ne me procure pas d'émotion. J'ai été élevé aux États-Unis, aux dessins animés Scooby-Doo, etc. Donc tout ce qui est trop japonais, entre guillemets, pour moi, ça ne marche pas. Mais toi qui baignes dedans, je suis très étonné que tu n'aimes pas la française. Je devrais, parce que j'ai la chance de travailler avec tous les créateurs de Final Fantasy. Je suis leur traducteur ou j'ai même écrit leur biographie et pourtant je n'aime pas. Ok. Tu vois, c'est très chaud. Non, en réalité, Tu leur as pas dit, j'espère. si, ils le savent, mais au contraire, ils sont même d'ailleurs plus contents de travailler avec quelqu'un qui va pas être un fanboy, tu vois. Ok. Voilà, ouais, ça va changer. Et ce que j'ai pas juste un truc, pour te dire juste que ça va moi, je n'aime pas clair-obscur parce que c'est trop japonais pour moi. Tu vois le truc, c'est tellement un cri d'amour au RPG japonais, que du coup ça me paraît. J'ai l'impression que c'est des japonais qui ont fait le truc avec tous les clichés, les baguettes, etc. Ça crée une barrière. Donc rassure-moi, t'aimes bien quand même au clair-obscur. Oui, j'aime bien clair-obscur. Mais On peut te sauver, toi. Moi, c'est définitivement. en fait, le deuxième truc qui m'a gêné vraiment avec Final Fantasy, mais ça vaut aussi pour Dragon Quest. Dragon Quest, je préfère l'univers, parce que j'aime bien Toriyama. Mais ce que j'ai pas aimé, en fait, j'ai été très déçu la première fois que j'ai vraiment joué à un RPG japonais. Parce que quand je lisais dans les magazines à l'époque, nous on n'en avait pas en France des RPG japonais, il a fallu attendre justement FF7 notamment. C'est que je m'attendais à ce que ce soit vraiment la stratégie. Tu vois, c'est au tour par tour. Donc tu dis tu peux élaborer une stratégie, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Puis en réalité, j'ai juste compris que c'est appuyé sur A content. Tu déclenches l'attaque, tu te retournes, tu relances une attaque. Ah, là il a mis un bouclier, alors deuxième attaque, il y a zéro stratégie en réalité. Ah, j'avais l'impression aussi quand même. Moi je trouve pas, et effectivement quand tu commences à avoir d'énergie, hop, tu vas prendre une potion, tu perds un tour de l'attaque, et tu reprends la potion. Et en réalité je trouve que le niveau stratégique, désolé, je trouve que c'est quasiment le zéro néant. Donc je me suis dit autant jouer un jeu d'action, quoi, franchement. Ok. Assez facile. Ah, voilà, tu nous donnes des arguments, c'est horrible. Mais il y en a des jeux, évidemment, il y a des RPG où c'est beaucoup plus stratégique, où effectivement il faut connaître bien les ennemis, etc. pour savoir quelle attaque Clair obscur, ils ont justement mélangé un peu d'action, un peu de tour par tour, beaucoup de choses. Trop, à mon goût, pour moi, c'est trop complexe pour le coup. Mais voilà, eux, ils ont le meilleur des deux mondes. Certainement, mais les premiers RPG auxquels j'ai joué, notamment les FF, j'ai trouvé que c'était des graphiques, tu bouton A quasiment tout le temps, tu fais pas
peut être Alors, cool. putain, parce que désolé, quand j'ai fait un match foot, c'était FF9. J'avais fait le vénère Nicolas Robin que tu connais, qui travaille à Saint-Molec, plus tard. Mais il était venu, lui c'était un spécialiste de Final Fantasy, et comme moi je ne savais pas trop, je me suis dit je vais faire venir quelqu'un qui me connaît. Et comme ça il va en parler, on va jouer tous les deux. Et donc on commence le début du jeu, donc c'est l'intro. Et lui il parle et commence à expliquer tout ça. Et puis comme moi je vois que c'est l'intro et qu'on va jouer tout de suite, j'appuie sur 3, comme je dis, pour passer les cinématiques et les premiers combats qui ont lieu. Et en réalité, en faisant ça, j'ai buté un des mecs de ma propre équipe, parce qu'à un moment, j'ai ciblé un des mecs de l'équipe, et je vois Nicolas qui vient tout pas, je dis mais qu'est-ce que t'as fait? Et dans l'intro, j'ai réussi à buter un des mecs de ma propre équipe, il était dégoûté quoi. Donc faut quand même, il y a un minimum de stratégie pour au moins cibler l'adversaire. Oui, juste ça. Évidemment, j'ai été un peu caricatural, hein, je m'en excuse. Hein, mais c'est vrai que j'avais de grosses attentes en fait. Je lisais Final Fantasy partout à l'époque, et la première fois que j'ai essayé, j'étais déçu en fait. J'avais tellement d'attentes que je trouvais que c'était pas si À l'époque, je travaillais pour Cyberflash, au tout début, et quand tu dois faire 2 minutes 30 sur Final Fantasy, évidemment, tu vas montrer des cinématiques magnifiques, etc. Et tu vas pas trop montrer des mecs qui piétinent au tour par tour, qui sont 3 pixels de haut, un peu moches, dans des décors fixes, qui sont joliment calculés en 3D, mais qui sont quand même fixes. Et quand tu sors de l'écran, il y a un écran noir avant de passer à l'écran à gauche, etc. En 2 minutes 30, on va montrer que les cinématiques et donner envie à tout le monde de jouer. La réalité du jeu, elle n'est pas du tout celle-là. Si en plus quand tu dis que la stratégie n'est même pas à niveau, ça me conforte dans ma vision de Final Fantasy, qui fait que j'ai jamais accroché au final. Sur quelque chose de rudimentaire comme ça, je préfère Kingdom Hearts par exemple. Où il y a ce côté, bon alors c'est Disney, moi c'est un jeu d'enfance, c'est particulier, mais on bougeait un petit peu plus, c'était un petit peu plus dynamique, on est sur de l'action RPG on va dire, mais vraiment rudimentaire. Mais j'avais moins l'impression de sélectionner mes personnages, de dire bah, allez je perds un tour pour mettre la potion et je relance une boucle de gameplay de 7 tours. Et je trouve ça quand même plus dynamique, plus visuel. Mais en fait, ce qui est très pour moi gratifiant dans un RPG, et ça aussi c'est pour le coup c'est très japonais, c'est l'évolution du personnage. C'est-à-dire que tu grandis avec ton personnage. Et ça c'est un truc qui est très manga dans l'esprit. Tu sais, dans les dessins animés américains, et en général tu as un lore, et ça bouge jamais. Il a toujours le même âge, toujours le même truc. Alors que dans le dessin animé, dans le manga, il commence enfant, il termine adulte. Et dans le jeu vidéo, c'est pareil, tu commences débutant. Et tu vas progresser, tu prends du level up, quoi, des points d'XP. Et ça, c'est ultra gratifiant. Et c'est ça qui, effectivement, tu te cherches. Ouais, c'est hyper accrocheur. Et FF, ça, il réussit super bien. Et à mon avis, c'est ça le côté comment dire, addictif des FF. C'est qu'effectivement, tu fais des combats qui sont en réalité pas très intéressants. Mais comme à chaque fois tu gagnes en XP, tu montes en level up, la mise en scène elle est sympa, tu vois qu'il bon. Tu es de plus en plus puissant, et les monstres qui te demandaient beaucoup de temps avant, en 3 coups, boum. Et ça c'est ultra gratifiant ça en termes de ressenti. La mécanique des Demon's Souls, des Elden Ring aussi, où tu galères sur des mecs au début, puis après tu les calcules même plus. Mais une seconde d'attention et tu te fais défoncer par un petit mob que tu n'avais pas vu venir. Ça fait le charme du truc, c'est classe. C'est ça. Allez. Oh merde, mais on a dépassé, mais tellement en fait. Finalement, c'est emballé de. Ouais. On est parti en étant prévoyant à dire allez, il nous reste quelques temps, et finalement, on s'est emballé. Pour faire un petit point de situation avant de vous retrouver sur vos stands, est-ce que vous pouvez nous parler de vos actualités? Où est-ce qu'on vous retrouve? À part au stand en face, hein, je spotte la blague. Moi j'ai ma biographie, j'ai sorti ma biographie. Les amis de Pixel Lab, j'aurais pu le faire chez Florent aussi, c'est fait comme ça. Donc voilà, 400 pages qui racontent ma carrière, il fallait 400 pages, c'est un petit peu lourd. Donc je l'ai là, je suis sur le stand, vous pouvez venir me la faire dédicacer. Voilà. Et puis Game One, on va voir ce que ça donne. Ils n'ont toujours pas annoncé la fermeture officielle, donc officiellement on est toujours là, mais en réalité la dernière émission aura lieu le 3 décembre, la tournée dernière le 3 décembre. Voilà. Mais à ce jour, Paramount Skydance n'a toujours pas annoncé officiellement la fermeture de la chaîne. Voilà. Donc on attend, mais on verra. En tout cas, voilà. En tout cas, merci. Je remercie les gens, j'en profite pour tous les messages de soutien qu'on a. Et ça fait chaud au cœur et c'est vraiment cool. On sait que vous êtes là, on sait que vous serez toujours là, où qu'on soit ailleurs. Donc voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux et vous verrez bien ce qu'on vient. Et bien, force à vous en tout cas. Voilà, merci les amis. Ouais, bravo! Les applaudissements parlent d'eux-mêmes. C'est beau, c'est chaleureux. Et pour ta part, Florent? J'ai un petit stand aussi du côté de l'entrée où je vends
des bouquins que j'ai écrits toutes ces dernières années. Et on a sorti un manga aussi qui s'appelle Game Center Arashi et qui est vraiment très cool, qui est un monument du manga et qui parle de jeux vidéo. C'est le premier manga au monde à parler de jeux vidéo et c'est arrivé à la fin des années 70 pendant le boom Space Invaders. Donc c'est un manga d'époque, témoignage patrimonial vraiment très intéressant et c'est très drôle. Et ben allez, à découvrir du coup au niveau du stand de Florent. Merci à vous pour avoir participé à cette petite conférence qui était plus une discussion qu'autre chose. Et merci à vous tous qui êtes présents d'avoir assisté à cette émission. Merci les amis, à tous. Merci.